Salut, c'est le Point Rouge. Bon on continue, deuxième Point Rouge. Ici, place de la République, on s'est rapproché de la statue, voilà, regarde. Voilà, qui est toujours ce mémorial contre les attentats, enfin, pour la mémoire de ceux qui sont morts pendant les attentats. Et on va s'installer ici, jeté de Point Rouge, on peut lancer le haut-parleur même. Attention. Bonjour, ces débats citoyens, il y en a un peu partout sur cette place. On en organise un à l'instant, on est la Télé Libre. Je ne sais pas si vous connaissez la Télé Libre, qui est un média sur Internet. Et la Télé Libre organise des débats dans la rue depuis maintenant 9 ans. C'est une émission qui s'appelle Le Point Rouge. Et le principe du Point Rouge, c'est que chacun peut intervenir. L'idée, c'est de s'écouter, hein, on ne s'invective pas, on ne cherche pas des scoops, on cherche à comprendre. Tout à l'heure, on faisait un débat sur les médias, de l'autre côté, avec ceux qui font TV Debout. Et là, on va vous proposer une réflexion sur la Constitution, sur la politique. Quoi faire pour s'en sortir, parce qu'on commence à en avoir marre, tous, de cette représentation politique, de cette façon de fonctionner, de cette forme de démocratie. En tout cas, ici, on essaye. Les gens qui viennent ici depuis quelques semaines, ils essayent de trouver des solutions. Il y a une commission Constitution qui est en marche ici régulièrement. Je pense qu'elle n'est pas encore en marche aujourd'hui, mais voilà, on lance ici cette idée de quoi faire de nos députés, quoi faire du Sénat par exemple, et on va particulièrement parler du Sénat aujourd'hui. On se demande à quoi sert cette assemblée parlementaire. C'est plutôt des conservateurs d'habitude. On dit que ce sont des sages et on se demande s'il y a des politiques sages aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il faut conserver le Sénat ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Ça sert à voter des lois, vous savez. Enfin, moi, c'est pas moi qui vais défendre le Sénat, mais ça sert à bien s'asseoir dans les gros fauteuils. C'est une maison de retraite de la République, j'attends ici. Vous avez d'autres idées ? Qui s'intéresse au Sénat ici ? Personne ici ? Personne ne rêve d'être sénateur ? Vous ? Venez. Ça fait un moment que vous me tournez autour. Pourquoi vous aimeriez être sénateur ? Pour ne rien faire. Ouais. Voilà. Donc vous avez envie de ne rien faire, vous ? Ne plus rien faire. Ouais. Je suis trop vieux maintenant. Ouais. Voilà. Vous faites quoi ? Parce que, en fait, ce que vivent les jeunes, les vieux le vivent également. Et il y avait une manifestation samedi dernier, en fait, qui disait les jeunes, la galère, les vieux, la misère. Ben, c'est tout à fait ça. Ouais. Voilà. C'est les deux limites, en fait, de la société. Les jeunes qui n'arrivent pas à trouver un travail avant 25, 26, 27, voire plus tard. Ouais. Et les vieux, à qui on demande de dégager des entreprises dès 50 ans. Voilà. Alors, sénateur, au moins, je pourrais y aller jusqu'à 75 ans. Vous avez fait quoi ? Vous faites quoi dans la vie ? Bientôt retraité. Mais vous faites quoi ? Photographe aujourd'hui, mais... Photographe aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. D'accord. Bon, c'est fini. On peut l'applaudir, non ? Vous avez envie de l'applaudir ? On va chauffer la salle, là. Voilà, c'est pas mal. Bon, je suis pas venu à poil. Parce que j'ai un invité ici, il s'appelle Jean-Luc Vingère. Où est-il ? Jean-Luc Vingère, c'est quelqu'un qui est un consultant en innovation. Ah ben voilà, venez Jean-Luc. Consultant en innovation sociale et en organisation. Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Luc ? En fait, l'innovation sociale, c'est ce qui permet d'améliorer la société d'une manière générale. Et l'organisation, bon, ça on sait tous ce que c'est voir comment on peut s'organiser différemment. Donc, c'est autour de ces axes de réflexion que je travaille d'une manière générale. Ouais. Et en tant que citoyen, je me pose des questions de comment on peut améliorer le fonctionnement de la société vers plus de démocratie. Donc, du coup, moi, par rapport au Sénat, j'ai des petites idées, évidemment.
Vous êtes là pour ça. Un mouvement comme celui-ci, là, vous êtes déjà venu ici les jours qui précèdent. Ouais, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la Nuit debout à République? C'est intéressant d'avoir un mouvement horizontal qui ne veut pas de représentants, pas de chef, et qui essaye de trouver un autre mode de fonctionnement. Tout l'enjeu, c'est de réussir. Apparemment, quand on discute avec les gens qui ont fait mai 68, c'était déjà ça en mai 68, Ouais. donc c'est pas nouveau. Après, c'est difficile de réussir à s'organiser de manière assez efficace avec cette organisation horizontale et le fait de ne pas vouloir avoir de représentants. Mais tout l'enjeu, pour moi, il est de réussir à ce que cette organisation se mette petit à petit en place et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge. Et puis ensuite, après, il faudra travailler à ce que des propositions émergent et que voir qu'elles entrent en œuvre, quoi. D'accord. Là, on va essayer de parler du Sénat, donc on va essayer de rester dans cette thématique si vous voulez bien. Vous êtes invité à intervenir, on va d'abord vous écouter. Vous avez une idée de transformation totale du Sénat. Vous ne voulez pas la fin du Sénat, mais vous voulez que les citoyens l'investissent et prennent le pouvoir dans cette institution. Oui, alors l'idée c'est ça, c'est de faire un Sénat citoyen. Et le principe de base, c'est qu'on a besoin d'une assemblée citoyenne avec des citoyens tirés au sort qui pourraient questionner et contrôler l'action du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Et il se trouve que le Sénat ne sert à rien. D'ailleurs, ça a été dit avant, maison de retraite, on n'a rien contre les sénateurs humainement, c'est des êtres humains tout à fait respectables, mais il se trouve que le Sénat ne sert à rien, donc autant lui donner, plutôt que de le supprimer, vous savez qu'en Italie, ils se posent ces questions-là un peu partout, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de ces chambres, et on le régénère. On lui redonne un bon coup de jeune, on y met des citoyens tirés au sort, et bien sûr, on lui donne... Des citoyens tirés au sort, c'est ça. Vous êtes à 1000, vous dites qu'il faut 1000 personnes, 1000 citoyens, dont une partie qui sont volontaires et une partie tirée au sort. C'est ça l'idée? Alors, en fait, l'idée, c'est que pour arriver à... On garde le Sénat 348 sénateurs. C'est une proposition qu'on peut discuter. Chacun peut avoir des améliorations à faire. Mais pour arriver à 348 sénateurs, on en tire 1000 au sort au départ et on demande 348 volontaires. Parce que tout le monde n'est pas intéressé par les questions politiques. Bien sûr, autour de cette place, a priori, on peut imaginer que les gens le sont intéressés. Mais est-ce que vous pouvez faire une parenthèse dans votre vie pendant un an pour aller au Sénat tous les jours? Tout le monde ne va pas être d'accord. Alors, est-ce que c'est un tiers? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est un quart? On ne sait pas, mais on dit un tiers. Donc, on organise un tirage au sort parmi un fichier de tous les citoyens par rapport aux électeurs, j'imagine? Oui, par exemple, c'est une possibilité qui paraît la plus simple. Oui. Et parmi ces 1000, il y en a 345 qui disent, 48 qui disent, ok, ils sont payés ces gens-là, ces 348, oui? Oui, ils sont payés, oui. Absolument, quand même, c'est là-bas. Ils sont payés autant que les sénateurs actuels? Alors, là, l'idée, c'est que si on veut que vraiment le volontariat, sur la base du désir des gens qui sont motivés pour le faire, il faudrait qu'ils touchent à peu près ce qu'ils touchaient dans la vie réelle avant. Et que, avec un minimum évidemment, pour les gens qui ne travaillaient pas, choses comme ça, et puis que tous leurs frais soient pris en charge. Ça, c'est une proposition. On pourrait arriver à 348 personnes tirées au sort autrement. Mais c'est une proposition qui a l'avantage d'allier un peu du désir des gens qui sont motivés et puis surtout de trouver des gens qui n'ont pas du tout demandé le pouvoir. Donc du coup, on peut leur en donner. Parce qu'on a vu que de l'autre côté, c'est utile d'avoir des représentants et des élus, mais ceux qui veulent le pouvoir, ils sont censés avoir un projet pour la France ou pour un territoire, mais en pratique, ils ont surtout un projet pour eux-mêmes. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on veut plus, quoi. Donc là, on les contrôle. C'est vrai pour certains, c'est pas vrai pour tous. Il y a des hommes politiques qui ont réellement des convictions et qui ont réellement des compétences. Ces citoyens, comment vous pouvez garantir qu'ils auront la compétence pour contrôler le gouvernement? Alors il faudra... Parce que c'est ça, la fonction de ce nouveau Sénat citoyen, c'est un contrôle du gouvernement élu et de la Chambre élue des députés. Alors c'est un questionnement, c'est-à-dire qu'ils ils posent des questions. Ouais. Mais pour pas que les questions restent juste consultatives, parce que ça, on sait que ça sert à rien, ils ont la possibilité, le but c'est de co-construire les lois, donc les élus et les citoyens tirés au sort. Et ils ont la possibilité, si ils ne sont pas entendus,
de proposer de destituer le gouvernement et de dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, ils ont ce pouvoir de dissolution de l'Assemblée. C'est ce que vous proposez. Parce Ouais. que voilà, donc c'est une révolution. Ouais. C'est dans ce sens, on voit bien que c'est mettre au jour un nouveau principe démocratique, Ouais. plus profond. Certains pourraient trouver encore d'autres principes beaucoup plus profonds encore. On voudrait tirer au sort aussi l'Assemblée nationale. Nous, on pense que, bon, quand même, il faut trouver quelque chose de viable qui pourrait être accepté et faire comme pour la Révolution française où on est passé de la monarchie à une république. Bon, ça a pris un peu de temps, mais avec une république, suffrage censitaire, c'était pas parfait, mais c'était déjà un peu mieux. Et là, on va encore approfondir le processus. Ouais. Mais bien évidemment, Louis XVI, il n'était pas tout à fait volontaire pour avoir la tête coupée. Et quand on demande aux élus, est-ce que vous voulez qu'on vous mette une chambre au-dessus de vous qui pourrait vous sanctionner dans certains cas, ils veulent pas. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut un mouvement populaire pour que ça rentre en service. Je reviens sur la compétence. Bon, un citoyen contrôle les gens pour qu'ils votent. À la limite, ça serait presque normal, mais expliquez-moi comment on peut garantir que ces gens-là, ils vont être sincères. Alors, il y a des expériences qui sont faites de conférences citoyennes, on appelle ça, ou de jury citoyen, ouais. Où, en général, là, il y en a eu énormément de fêtes, plus de 700 dans le monde, hein, surtout aux États-Unis, en Allemagne, pas trop en France, dans les pays anglo-saxons, Canada, Australie. Enfin, donc il y en a eu beaucoup qui ont été faites. On tire 15-20 personnes au sort, des citoyens. Ouais. Et il y a une question qui est posée par les pouvoirs publics. La première qui a eu lieu en France, c'était en 99 sur les OGM. Et donc, il pose une question, voilà, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on devrait gérer cette question-là? Et ensuite, il donne un avis consultatif. Et qu'est-ce qu'on constate dans ces conférences citoyennes ou jurys citoyens? C'est qu'en fait, les gens travaillent sérieusement. Ils font pas n'importe quoi. Ils interrogent les experts, ils se font des avis, ils ont des débats contradictoires, ils se rendent compte que oui, la question est complexe. Et donc, ces expériences-là, ça marche. Donc là, l'idée, c'est de dire, généralisons et faisons une chambre permanente, donc le Sénat citoyen, qui a le droit de s'autosaisir et ne pas uniquement répondre aux questions qu'on leur pose. Alors, c'est vrai que ça marche. Là où c'est en place, ça marche. C'est-à-dire que les gens se sentent investis d'une mission. C'est de la démocratie participative. Hein. C'est une forme que moi j'ai observée à Porto Alegre, au Brésil, où les citoyens élus faisaient beaucoup plus de choses que les politiques, en fait, et puis surtout avaient la conscience de ce dont les gens avaient besoin. Et donc, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il peut y avoir, bien sûr, ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont prendre goût. Et puis, ils vont avoir envie de garder ce pouvoir, ou on va pouvoir même éventuellement les acheter. Oui, alors, a priori, ils sont pour un mandat d'1 an. Donc, non renouvelable. Donc, il n'y a pas trop de danger. C'est une parenthèse qu'ils font dans leur vie. Effectivement, ils connaissent bien les problèmes pratiques parce qu'ils étaient dans la vie pratique et ils y retourneront après. Voilà. Maintenant, il y a effectivement la question de la corruption. Ça, c'est une possibilité. Alors, ce qu'il y a, c'est que la corruption, ça met généralement un peu de temps à s'installer. C'est-à-dire qu'on arrive. Si c'est que pour 1 an, effectivement, il y a moins de temps, effectivement. Et puis en plus, personne n'a de rôle particulier. Tout le monde est indifférencié. C'est une assemblée non partisane. Donc, il faut déjà en corrompre beaucoup. Et madame, oui, je vous en prie, madame. On voudrait simplement dire que aussi ici, c'est un lieu de libre parole. Vous m'excusez, hein, mais c'est plutôt polémique, irrévérencieux, etc. Mais je trouve que c'est bien. C'est qu'en fait, moi, je sors d'une réunion pour la préparation d'autres primaires pour la gauche qui vient d'avoir lieu. Alors c'est notre primaire à gauche, etc. Ouais. On a débattu depuis 9h ce matin, donc ça fait déjà... Vous êtes fatigué et vous voulez continuer, allez-y. Non, je veux ici dire, relancer aussi autre chose, parce que c'est vachement important ce que vous êtes en train de développer, et vous mettez en évidence très certainement tout le travail des mouvements citoyens, qui n'existent pas encore assez. Donc Nuit debout, ça va aussi avoir cette fonction-là, c'est d'articulation des mouvements citoyens, et comme ils le disent si bien, on vient, on repart, on fait des actions ciblées, on se regroupe à 500, on va chercher le thème qui nous intéresse. Ça va être ça aussi, et c'est ça déjà Nuit debout. Mais c'est aussi un espace de libre parole dans lequel, d'après ce que j'ai entendu, parce que je suis venue très régulièrement écouter, c'est la première fois que je prends la parole ici,
les femmes ont besoin de dire beaucoup de choses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 10 ans, ce pays a été verrouillé sur le plan de la liberté de parole. Mais vraiment, je veux dire, si on a cumulé Sarkozy, puis Hollande, et toute cette dégringolade, ça veut dire que sur le plan symbolique, le langage ne se tient plus pour que les gens puissent avoir la capacité de mettre en mots la réalité non seulement quotidienne, mais l'imagination pour penser le futur. Donc Voix aux femmes aussi. alors vous êtes, imaginons, vous êtes tiré au sort parmi les 1000 citoyens, restez citoyenne. Vous acceptez d'être sénatrice alors? Si c'est au sort, Oui. ouais, c'est dans le principe de ce que Nouvelle Donne a tenté depuis 2 ans, c'est dans le principe de tout ce qu'il y aura pour renouveler les modes, parce que c'est ça la grande question. Ça va être la façon de renouveler les modes. Recentrer aussi sur le citoyen et concerner les citoyens qui se sentent dépossédés du pouvoir. Mais il y en aura d'autres formules. Il faut les imaginer. Ici, il faut simplement se mettre au boulot, de les imaginer, de se mettre en groupe et de passer à l'action. Il y en a déjà plein des jeunes qui le font. Bon, future sénatrice, je vous remercie. Vous vous appelez comment? Marie-Christine. Ah bon, merci à elle. C'est marrant parce que d'une Marie-Christine, je vais à une Marie-Antoinette. Parce que vous avez écrit ce livre, Le syndrome de Marie-Antoinette, et vous y dénoncez la mainmise de l'élite sur le peuple. C'est quelque chose qui est, de manière qui est ressenti ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre analyse? Disons que c'est un livre qui est sorti au mois de novembre, donc c'est pas de circonstance, et ça tombe très bien la nuit debout, qu'il y ait une réaction. Alors déjà, c'est un phénomène qui est pas uniquement français. Donc c'est important de voir que tous les pays occidentaux en particulier cherchent une solution à cette désaffection du politique. C'est plus un problème de système qui finalement laisse peu de marge de manœuvre aux hommes politiques et qui est au total assez insatisfaisant. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui voudrait faire partie de ce Sénat citoyen? Est-ce que vous aimeriez être un sénateur? Il y a 2 jeunes garçons, mettez-vous ici, bien au soleil, pas trop à contre-jour. Peace, love and liberty. Vous êtes pour la paix, l'amour et la liberté, un peu comme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'était sur le Sénat. Et alors nous, quand on est jeunes, en fait, le problème qu'on se pose, c'est aujourd'hui, on passe 60%, 70% de notre temps sur Internet. Et j'ai envie de dire, nous, notre conscience politique, elle se fait sur Internet. Et pourquoi on est sans cesse ramené à une instance qui date quand même du 19e siècle, le Sénat, qui n'est plus vraiment, adapté, c'est une gérontocratie et nous on s'y retrouve pas trop, on n'a pas vraiment... Mais ils sont vieux aujourd'hui, on peut les changer, justement. Mais même, alors par exemple, si on prend un forum sur Internet, tout le monde peut venir, vous créez un profil, vous arrivez, et vous parlez comme vous voulez. Vous parlez, il y aura peut-être le modérateur qui va vous rappeler à l'ordre. Vous voulez dire qu'on n'a plus besoin de voir une assemblée comme ça avec des ordres de la République et des fauteuils pour parler en direct, que Internet suffit? C'est-à-dire que sur Internet, vous avez une accumulation... Regardez-nous, parce que le micro, il vous prend, c'est pas la peine de le regarder, comme ça qu'on voit vos yeux. On a une accumulation... Regardez-nous. On a une accumulation de communautés qui sont, en peer-to-peer à côté, qui sont... Ouais. Et vous pouvez appartenir à plusieurs communautés, vous n'êtes pas obligé d'appartenir qu'à la communauté française, vous pouvez appartenir à la communauté des joueurs de poker, à la communauté des joueurs de World of Warcraft, à la communauté des amis de Gilles Deleuze, à la communauté... Il y a des milliers et des milliers de communautés, et vous n'êtes pas ramené sans cesse à une seule identité nationale ou à une seule instance, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. Alors, je comprends tout à fait l'idée de... on arrive à faire des choses de manière plus directe avec le numérique. Par contre, les institutions, ça met toujours du temps à être modifié et finalement, c'est plutôt des transformations qui ont lieu, c'est ce qu'on constate. Voilà, en fait, on recycle le Sénat. Il faut donner du pouvoir à ces sénateurs citoyens qui seraient tirés au sort. Et donc, le meilleur moyen, c'est de les installer dans un des palais de la République. Et ensuite, je suis tout à fait d'accord, on peut avoir des identités multiples, c'est pas du tout contradictoire. Et comme on peut pas choisir des gens d'une communauté plus qu'une autre et ainsi de suite, on tire au sort. Le questionnement, il était sur pourquoi un pays, c'est ça? Pourquoi une seule nation, c'est ça? Pourquoi une seule institution qui organise, qui donne une architecture unique à une communauté? Alors, en fait, le principe sur lequel on réfléchit, c'est que pour toute assemblée élue, ou gouvernement, on a une assemblée citoyenne tirée au sort. Mais ça se décline à tous les niveaux, aussi au niveau régional, départemental, les grandes villes, les intercommunalités. Voilà, et donc, du coup,
on n'aurait pas une seule, là on a parlé du Sénat citoyen parce que c'est le plus visible, et d'ailleurs ça pourrait être aussi décliné au niveau européen plus tard, et donc on pourrait avoir des assemblées à plein d'autres niveaux, qui pourraient d'ailleurs communiquer probablement avec des plateformes numériques, un peu de pair à pair entre sénateurs ou représentants citoyens d'une assemblée à l'autre pour de temps en temps faire remonter des problèmes. Donc c'est beaucoup plus vaste en fait. Le problème dans ce que tu parles, c'est que j'ai l'impression que tu prends une vieille institution qui date du 19e, avec un mode de votation qui date du 19e, tu changes la manière dont les personnes sont nommées, et à la limite, tu vas le faire sur une plateforme numérique pour changer la chose. Mais ça ne change pas les... Le problème qui se pose, c'est quand il y a une minorité qui décide de faire sécession. Sur Internet, quand j'en ai marre d'un forum, je pars sur un autre, ou je crée le mien. C'est ça, en fait, c'est que cette liberté de créer une nouvelle institution, de nouvelles organisations permanentes que nous a donné Internet. Nous, on est nés dedans, et c'est pas une opposition jeune vieux, c'est juste, bon, bah voilà, on passe notre temps là-dessus. Oui, mais comment tu veux gérer le pays? Enfin, je veux dire, tu proposes... Enfin, je veux bien, mais tu proposes quoi? Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez, il y a de... Faire les lois et contrôler le gouvernement. Alors, contrôler le gouvernement, je suis toujours sceptique. Oui, contrôler le gouvernement, il y a besoin. Mais déjà, au point de vue des process économiques, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle Ethereum, il y a quelque chose qui s'appelle la blockchain. Ça s'appelle comment? Ethereum et la blockchain. Alors, c'est de nouveaux protocoles informatiques qui datent d'il y a 3-4 ans. C'est des processus informatiques, c'est pas des organisations politiques. Mais comme nos démocraties datent de l'ère de l'imprimerie, elles ont été conçues à l'âge de l'imprimerie, même si ça a mis quelques siècles, mais elles sont conçues dans une langue unitaire, homogène. Et est-ce que c'est encore daté à Internet, qui est quand même un bouleversement aussi important que l'imprimerie, que l'écriture? Alors, effectivement, le Sénat citoyen n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas le numérique. Mais pas forcément parce qu'on va utiliser une plateforme pour voter en ligne. Parce que le problème des plateformes pour voter en ligne, c'est que si les gens, ça résout rien, comme tu dis, parce que si les gens font ça après leur journée de travail sans avoir étudié les lois, on n'a pas beaucoup approfondi la démocratie. Par contre, il y a Wikipédia, il y a la possibilité pour les gens d'aller chercher eux-mêmes leur information. Si on était dans un contexte il y a quelques décennies où finalement l'information était assez verrouillée, ça aurait moins de sens. Donc effectivement, je pense que les outils numériques permettent une plus grande horizontalité de l'organisation. Et ensuite, ok, il y a peut-être des gens ici à la Nuit debout, et en plus des jeunes, qui sont prêts à aller plus loin que ce qu'on propose avec un système dual, en gardant les élus et en mettant des citoyens tirés au sort à côté. Mais il faudra quand même que ça passe d'un jour ou l'autre, c'est 51% de la population si on veut que ça rentre en service. Ça veut dire déjà une réforme constitutionnelle, c'est déjà énorme. Alors donc, on peut proposer encore plus radical, je suis d'accord, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que déjà ce sera efficace? Quelle part de risque? Et puis ensuite, quelle proposition concrète, quoi. On n'a pas fini, je veux juste simplement dire à ceux qui nous écoutent que Jean-Luc Vingère vient d'inventer un nouveau concept. Il veut que le Sénat devienne un Sénat citoyen, avec 1000 personnes qui sont tirées au sort et en gros un tiers, 348, qui seraient volontaires pour devenir des sénateurs. C'est pas mal, non? Alors qui est volontaire pour être sénateur? On vous attend au point rouge. C'est un débat citoyen. Venez, chers sénateurs. Alors voilà, j'en ai trouvé un. Bonjour, vous êtes Mathieu. Mathieu, il y a une femme. Bonjour. 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 Sophie. Sophie. Vous voulez être sénatrice? Ah oui, pas de problème. Vous aussi, vous voulez être sénatrice? Pareil, D'accord. Vous voulez contrôler le gouvernement? j'aimerais bien, oui. Ouais, qu'est-ce que vous feriez là pour notre gouvernement actuel? Écoutez, je lui demanderai des comptes par rapport au droit social, puisque ça me paraît vraiment fondamental de préserver notre droit social, notre droit du travail. Et ça serait vraiment axer les débats à nouveau sur ce thème qui a lancé les discussions et sur lequel on est toujours là. Ouais. Voilà. D'accord. Et vous? Vous pourriez contrôler le gouvernement, même dissoudre l'Assemblée nationale, hein, dans le cas extrême. Moi, je pense que je demanderais déjà la destitution de Hollande, qui est clairement un traître par rapport à la trahison de son programme. Est-ce que c'est prévu, la destitution du président de la République, dans votre projet? Alors en fait, il n'y aurait plus de président de la République élu au suffrage universel, parce que bon, voilà, en fait, quelque part, le rôle de garant des institutions, c'est le Sénat citoyen qui le prend. Mais bon, voilà. Et les cas de destitution, on réfléchit correctement, on fait des ateliers.
effectivement, le Sénat citoyen pourrait tout à fait demander à un candidat à un moment, bah écoutez, là, ce que vous faites, c'est pas du tout en ligne avec votre programme, alors expliquez-nous. Première chose, c'est qu'ils posent la question. Et après, suivant la réponse, ils peuvent dire on n'est pas convaincu par la réponse, ou on est convaincu, ça dépend. D'accord. Vous, jeune sénateur, vous voulez faire quoi aujourd'hui ? Je pense qu'il serait vraiment important, c'est peut-être redonner une vision. C'est surtout ça, c'est qu'en regardant l'intervention du président jeudi soir, on s'est vu qu'il était plus en train de répondre à des points techniques, à présenter des plans, des petits plans les uns sur les autres, mais sans présenter vraiment une idée ou une vision pour le futur. Mais j'ai l'impression que dans le système, il n'y a plus le président, il n'y a plus celui qui incarne un peu le roi républicain. On est encore là-dedans et on attend cette vision. On est, nous, en France, encore dans cette vision d'une monarchie républicaine. On attend d'un homme on attend justement du président qu'il ait une vision, on a un peu cette notion de guide qui dirige la France, avec une vision, mais hélas, là, ça n'a plus l'air d'être de... C'est totalement dépassé comme vision d'avoir un seul homme qui maintient le pouvoir entre ses mains. C'est absolument dépassé et maintenant, il faut des décisions collectives avec des citoyens qui puissent donner leur aval sur les décisions qui sont prises d'un collectif présidentiel ou autre d'ailleurs. C'est à construire, c'est à réfléchir. En tous les cas, plus un seul monarque au pouvoir tel qu'est Hollande actuellement. D'accord. Oui. Déjà que Sophie Tissier a lancé Touche pas à mon intermittente. C'est elle qui est allée à la télé dans TPMP dire qu'elle était mal payée, qu'elle a lancé tout ce mouvement Touche pas à mon intermittente et qu'elle est en train de gagner. Voilà, c'est Sophie. Elle a gagné au Prud'homme, oui. Je viens de gagner au Prud'homme le 1er mars. La cour d'appel de Versailles m'a donné raison. Parce que vous, en fait, tu travailles à Direct 8 et on t'a proposé de baisser ton salaire. C'est ça dont je me souviens. On me l'a même pas proposé. On a imposé à tous les intermittents de la chaîne D8 qui a été rachetée par Canal. Bolloré a bradé toutes les équipes à Canal, qui a imposé une baisse de salaire illégale à tous les intermittents. Et en interne, j'ai essayé de me battre et de faire un collectif, mais tout le monde avait peur. Et je suis montée sur le plateau en direct le 30 mai 2013 sur l'émission pour dire mais enfin voilà ce qui se passe, le public, soyez conscients de la réalité des coulisses de cette émission, c'est dégueulasse, le droit du travail est bafoué et c'est totalement injuste. Et suite à ça, j'ai été blacklistée et éjectée de la chaîne. Et j'ai attaqué au Prud'homme, j'ai perdu la première audience et je viens de gagner en appel. La cour d'appel de Versailles a condamné Canal+. Et ils sont condamnés pour abus de contrat précaire, licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Et le plus important, ce qui est énorme, c'est qu'ils ont légitimé mon action à l'antenne. Ils ont dit que j'avais pris la parole de façon légitime pour dénoncer ce qui se passait pour les précaires de l'audiovisuel. Donc ça, c'est une victoire énorme parce que, comme vous le savez, les médias, c'est le quatrième pouvoir et les émissions comme TPMP sont là pour abrutir les gens et les divertir de la question politique et pour qu'ils ne s'investissent pas au point de vue politique. Et ça, c'est très grave actuellement. Merci beaucoup. Merci. On va terminer Espoir Rouge sur cette belle histoire. Merci, bravo. Bravo pour ton courage. Tout le monde n'a pas ton courage. Haut les cœurs, haut les poings. Haut les cœurs, haut les poings, c'est nous qu'on va gagner. Bon, à bientôt pour un autre Point Rouge.